Tout a commencé avant l'aube, dans un silence assourdissant sur Ouagadougou. Les signaux codés fendaient la nuit, annonçant qu'ECOWAS avait choisi la guerre. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'Ibrahim Traoré le savait déjà. Depuis des semaines, il suivait les murmures d'Abuja, les drones du Sud, les mains invisibles qui guidaient l'orage. Alors, quand il se leva ce matin-là devant ses généraux, il murmura une phrase devenue serment. « S'ils en attaquent un, ils affronteront tous. » La déclaration d'Ibrahim Traoré ce matin-là n'était pas un cri de guerre, mais une ligne de feu tracée dans le sable. Ce qu'il défendait n'était pas seulement un territoire, mais une idée, que l'avenir de l'Afrique ne pouvait plus être décidé dans les capitales étrangères. À Ouagadougou, les visages des jeunes reflétaient la même conviction silencieuse. Mieux vaut la faim libre que la prospérité enchaînée. L'enjeu dépassait la survie d'un pays. Il s'agissait de prouver qu'un peuple sans flotte, sans aviation, pouvait encore écrire sa propre histoire. Dans les rues, les voix montaient, la liberté ou rien. Mahossi, chaque mot résonnait comme un tambour, appelant le continent tout entier à choisir. Rester soumis à un ordre ancien ou se lever pour bâtir le sien. Ce combat, Traoré le savait, serait long, sans allié sûr, mais il croyait qu'une conviction partagée pouvait soulever même le désert. Et dans ce pari fou reposait la promesse de tout un peuple, ne plus jamais plier. La révélation vint discrètement, sous forme d'un rapport intercepté entre Abuja et Paris. Il y était question d'intervention préventive, de protection des intérêts stratégiques, et d'un mot qui glaça tout le Sahel, uranium. C'est là qu'Ibrahim Traoré comprit que la guerre n'était pas née d'un désaccord politique, mais d'une volonté de reprendre ce que l'Afrique commençait enfin à revendiquer. En quelques jours, les ambassades occidentales fermèrent, les banques retirèrent leurs capitaux, et les diplomates s'envolèrent. Dans les marchés de Ouagadougou, pourtant, la colère se transforma en calme déterminé. Les gens disaient « Nous avons déjà survécu sans eux ». À Bamako et Niamey, la nouvelle se propagea comme une onde. Les drapeaux de l'Alliance du Sahel furent peints sur les murs d'école. Des forgerons reprirent leurs marteaux. Des femmes apportèrent de la nourriture aux soldats. Ce n'était plus la peur, mais la dignité qui circulait. Les observateurs étrangers parlaient d'un fait, d'un miracle irrationnel. Ils n'avaient pas compris qu'un peuple humilié depuis des décennies peut devenir invincible quand il n'a plus rien à perdre. Le 30 juillet 2023, 3 signatures changèrent la carte politique du continent, celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sous le regard du monde, Traoré déclara « Nous ne quittons pas la CEDEAO par haine, mais parce que nous refusons de bâtir sur les fondations d'autrui. » Cette phrase marqua le point de bascule. Pour la première fois, le Sahel traçait sa propre ligne de souveraineté. Les sceptiques y virent un acte de défi. Les peuples y reconnurent une renaissance. Et dans la poussière ocre des plaines, l'histoire africaine venait d'ouvrir un nouveau chapitre. Dans les semaines qui suivirent, Ibrahim Traoré devint plus qu'un chef militaire. Il devint une boussole morale. Son image, sebrée et sans uniforme, circulait de village en village. Il ne parlait pas le langage des conférences, mais celui des cultivateurs, des maires, des ouvriers, un langage simple, sans détour, où chaque mot semblait fait de poussière et de courage. Il répétait « Si le prix de la souveraineté est la faim, alors nous apprendrons à vivre avec cette faim. » Cette phrase, reprise par les radios locales, galvanisa un peuple entier. Les effets furent immédiats. Les jeunes volontaires affluèrent vers les places publiques. Les artisans forgèrent des lances symboliques. Les étudiants peignirent sur les murs des slogans d'unité. Le mouvement AES cessa d'être un pacte politique pour devenir un pacte spirituel. Même ceux qui doutaient commencèrent à ressentir ce souffle neuf. L'Afrique n'était plus un décor dans l'histoire du monde,
mais un acteur central de son propre destin. Dans les capitales occidentales, on parla d'isolement, de folie nationaliste. Mais à Ouagadougou, la nuit vibrait des chants. Sous la lumière des torches, on jurait fidélité non à un homme, mais à une idée, celle d'une Afrique debout. Et au milieu de cette ferveur, Traoré comprit que le véritable champ de bataille n'était pas militaire, mais psychologique, celui de la dignité retrouvée. Les jours suivants, la tension monta d'un cran. À Abuja, les dirigeants d'ECOWAS, pressés par leurs alliés occidentaux, mirent officiellement l'option militaire sur la table. Les communiqués parlaient d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, personne ne se trompait sur le sens réel. La guerre était désormais une question de temps. Le 5 août, à l'aube, les premiers convois blindés d'ECOWAS furent repérés au nord du Nigeria. La riposte ne tarda pas. Ibrahim Traoré, sans éclat ni uniforme cérémoniel, convoqua ses homologues du Mali et du Niger. Dans une petite salle au mur nu, 3 signatures scellèrent une alliance sans précédent, l'Alliance des États du Sahel, AES. Leur pacte proclamait qu'une attaque contre l'un serait considérée comme une attaque contre tous. Les mots simples « Nous ne voulons pas dominer, nous voulons simplement respirer » furent retransmis à la radio dans tout le Sahel. À partir de cet instant, chaque village devint un avant-poste, chaque fermier un guetteur, chaque femme un pilier de résistance. Les sanctions économiques suivirent presque immédiatement. Frontières fermées, comptes gelés, routes aériennes bloquées. Les analystes prédisaient l'effondrement rapide du Burkina Faso. Mais la nation tint bon. Les anciens répétaient « Quand on ne craint plus la mort, on ne peut plus être asservi ». Et dans ce souffle d'insoumission, la peur changea de camp. Les forces d'ECOWAS se préparèrent à une offensive éclair. Pourtant, sur le terrain, rien ne se passa comme prévu. Les populations se mirent à protéger les troupes de l'AES, à transmettre les positions ennemies, à saboter discrètement les routes logistiques. Des images montrant des villageois déployant des drapeaux blancs pour empêcher le sang africain de couler firent le tour du continent. Le hashtag #WeAreSahel devint viral, franchissant les langues et les frontières. Pendant ce temps, Traoré restait à son poste, dans une salle d'état-major, éclairée à la lampe, à huile. Ses généraux proposaient des compromis, mais il refusa. « Si nous perdons aujourd'hui, dit-il, nous apprendrons à nos enfants à vivre dans une paix mensongère. » Ces mots, répétés des milliers de fois, transformèrent une rébellion isolée en épopée collective. Et lorsque, le 14 août, les premiers drones ennemis franchirent la frontière, ce fut un peuple entier qui les affronta, pas une armée. Ainsi naquit la guerre du Sahel, non pas une bataille pour les frontières, mais pour le droit de dire non, un combat d'honneur et de mémoire, où Ibrahim Traoré devint le visage d'une Afrique qui ne voulait plus plier. Les semaines qui suivirent virent une avalanche de chiffres, froids mais implacables. Selon les estimations locales, près de 3,2 millions de personnes participèrent directement ou indirectement aux opérations de soutien logistique du Sahel, soit plus de 15% de la population active du Burkina Faso. Ce chiffre, inimaginable quelques mois plus tôt, traduisait la métamorphose d'un pays que beaucoup croyaient à genoux. Mais derrière chaque nombre, il y avait une histoire, une famille, une décision de ne plus reculer. La production agricole, malgré le blocus, ne chuta que de 12% au lieu des 40% annoncés par les experts internationaux. Les villageois avaient improvisé des réseaux d'échange internes, remplaçant les circuits importés. Un économiste africain nota « Ce n'est pas une économie parallèle, c'est une économie libérée ». Les chiffres de communication suivirent le même schéma. Plus de 70 stations locales diffusèrent quotidiennement les messages de l'AES, traduits en 12 langues régionales, atteignant une audience estimée à 60 millions d'auditeurs. Pour Ibrahim Traoré, ces statistiques n'étaient pas des trophées.
Elle constituait des preuves tangibles que la souveraineté pouvait se mesurer autrement qu'en devises. Lors d'un discours retransmis en direct, il déclara « Ils disent que nous sommes pauvres, mais ils oublient que notre or, notre uranium et notre sang ont enrichi le monde. » Cette phrase, prononcée d'une voix calme, devint un point de rupture. L'Occident regardait désormais le Sahel non plus comme une périphérie agitée, mais comme un acteur stratégique imprévisible. Les analystes occidentaux, eux, notèrent une autre donnée, la vitesse d'adaptation logistique. En moins de 48 heures, l'AES parvenait à redéployer ses unités à travers 3 pays, sans commandement central formel, mais avec une coordination parfaite grâce au réseau civil. Un rapport confidentiel d'ECOWAS conclut « Ce n'est plus une campagne militaire, c'est une guerre des cœurs ». Et de fait, les chiffres devenaient symboles, les pertes étaient moindres qu'attendues, la solidarité plus forte qu'espérée. Le Sahel, jadis synonyme de vulnérabilité, s'imposait comme un laboratoire d'autonomie collective. Chaque pourcentage était un pas vers une vérité simple, celle qu'Ibrahim Traoré répétait sans relâche. Une nation ne meurt que lorsque son peuple cesse d'y croire. Les critiques d'Ibrahim Traoré ne manquaient pas. À Abuja, à Paris, à Washington, on le décrivait comme un populiste dangereux, un militariste déguisé en patriote. Les éditoriaux répétaient que son modèle mènerait le Burkina Faso à la ruine économique et à l'isolement diplomatique. Certains intellectuels africains eux-mêmes craignaient que cette marche vers l'indépendance absolue ne replonge la région dans l'instabilité. Mais face à ces arguments, la réalité du terrain imposait un contre-discours. Le premier argument contre Traoré reposait sur la dépendance aux ressources étrangères. Or, malgré les sanctions, les infrastructures essentielles continuèrent à fonctionner, non grâce à des prêts internationaux, mais à des coopératives locales réorganisées. Les données montraient qu'en 3 mois, le commerce intérieur du Burkina avait augmenté de 22%, preuve qu'une économie autocentrée pouvait respirer. Le second reproche concernait la militarisation du pouvoir. Pourtant, le commandement de Traoré se distinguait par une structure horizontale. Chaque région élisait ses délégués civils pour coordonner l'aide, la sécurité et la communication. Ce n'était pas un régime de peur, mais un laboratoire d'autogouvernance, dont la discipline venait non de l'ordre, mais du consentement. Enfin, les détracteurs affirmaient qu'il semait la division au sein de l'Afrique de l'Ouest. Mais les faits contredisaient cette lecture. Du Ghana au Sénégal, des milliers d'étudiants manifestaient contre toute intervention armée. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé « Nous sommes Sahel » unissait les voix de tout un continent. Et c'est dans ce cœur que l'on entendit la phrase clé d'Ibrahim Traoré. « Quand l'ennemi doute de ses ordres, c'est que nous avons déjà gagné. » Cette phrase, c'est là le renversement du récit. Celui qu'on appelait rebelle devenait miroir d'une conscience collective. Non pas un symbole de guerre, mais un rappel que la dignité, parfois, vaut plus que la paix imposée. Il disait que tout était perdu. Mais une nuit, un simple message changea tout. Le Sahel ne reculera pas. Ce fut le tournant. Sur les écrans, des images montrèrent des convois ennemis stoppés par des villageois mains nues, priant leurs frères de ne pas tirer. Les soldats d'ECOWAS, ébranlés, abaissèrent leurs armes. Ce fut le premier cessez-le-feu spontané de la guerre. Dans la capitale, Ibrahim Traoré resta silencieux. Ses conseillers y virent un miracle, lui y vit une preuve. La vérité ne se conquiert pas seulement avec des armes, mais avec la foi d'un peuple. Il déclara simplement « Ils ont voulu nous diviser par la peur, nous les unirons par la conscience ». Cette phrase, transmise sur les radios locales, traversa le continent. Pour la première fois depuis le début du conflit, les caméras étrangères changèrent de ton. Les journaux titrèrent « Les hommes qui ont unifié le Sahel ». À ce moment précis,
La bataille cessa d'être militaire, elle devint morale, et dans cette bascule subtile, le nom de Traoré cessa d'être synonyme de rébellion. Il devint celui d'une renaissance. Dans les semaines qui suivirent de la révélation, les conséquences s'étendirent bien au-delà du Sahel. Pour les nations africaines voisines, l'écho du mouvement AES fut un choc de lucidité. Le Ghana, le Togo et le Sénégal virent des débats parlementaires houleux sur la légitimité d'une guerre entre frères. Les députés les plus jeunes invoquaient le nom d'Ibrahim Traoré comme symbole d'une souveraineté authentique. Dans les universités, des professeurs citaient son discours du 16 août sur la vérité qu'ils ont cachée. Pour les dirigeants nationaux, les répercussions furent économiques et symboliques. Les sanctions financières imposées par ECOWAS fragilisèrent autant les imposants que les opposants. Les banques nigérianes perdirent plus de 4 milliards de dollars en flux commerciaux interrompus. Un ministre confia anonymement à la presse : « Nous pensions punir le Burkina Faso, mais c'est nous qui suffoquons. » La guerre des devises révélait son revers. Du côté des nations du développement, en Europe et en Amérique, un malaise grandit. Les rapports confidentiels qui filtraient montraient l'implication directe de sociétés minières occidentales dans les décisions d'intervention. Le mot uranium apparaissait dans chaque ligne sensible. Des ONG dénoncèrent un conflit pour les ressources maquillé en opérations humanitaires. Dans les rues de Bruxelles, de jeunes Africains de la diaspora brandissaient des pancartes « Pas en notre nom ». Enfin, pour les États frontaliers du voisinage, ces États frontaliers neutres comme le Tchad ou la Guinée, l'Alliance du Sahel devint un modèle. Ils y virent la promesse d'un continent qui ne demande plus la permission d'être libre. À N'Djamena, un officier déclara publiquement « Si le Burkina tombe, c'est l'Afrique entière qui retombera ». Ces mots résonnèrent comme une alarme partagée. Et tandis que les chancelleries occidentales tentaient d'en déteindre l'incendie médiatique, la population du Sahel se réorganisait en réseaux autonomes. Des communautés d'ingénieurs, d'enseignants, d'agriculteurs mirent en place des zones libres d'entraide et d'échange, où l'économie reposait sur la solidarité et non sur les devises. Les chiffres confirmèrent ce glissement. Dans les 90 jours qui suivirent la crise, plus de 5000 microstructures civiles émergèrent entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les frontières politiques s'effaçaient, remplacées par une idée, l'unité comme résistance. Et dans chaque discours, Ibrahim Traoré répétait calmement « Nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons à cesser de la subir ». Une phrase simple devenue vérité contagieuse. Dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, Ibrahim Traoré et ses conseillers traçaient les possibles chemins du futur. 3 scénarios se dessinaient, chacun porteur d'espoir et de péril. Le premier scénario, celui de la base, et celui de la consolidation. L'AES maintiendrait son unité. Le blocus se desserrerait lentement grâce à la médiation de pays neutres comme l'Algérie et le Tchad. Les institutions économiques communes, Banque centrale du Sahel, réseau d'échanges énergétiques, prendraient forme. Le mot d'ordre serait la stabilité, survivre, construire, prouver. Ce scénario demandait de la patience, mais offrait une victoire morale durable. Le deuxième scénario, plus optimiste, est celui de la propagation du mouvement. La ferveur populaire dépasserait les frontières, inspirant d'autres nations à réclamer une autonomie similaire. Le Ghana, la Guinée ou le Bénin rejoindraient les programmes conjoints de l'AES. Les chancelleries occidentales, devant un mouvement irrésistible, négocieraient une nouvelle ère de coopération de continent à continent. Dans ce monde rêvé, l'Afrique redeviendrait l'auteur de sa propre diplomatie. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui de la fracture. ECOWAS, épaulé par des partenaires extérieurs, relancerait une offensive militaire. Les tensions internes, faim, fatigue, désinformation, mineraient la cohésion du front. Une guerre prolongée risquerait d'épuiser la foi populaire, d'éroder l'unité et de ramener le Sahel sous tutelle.
C'est ce scénario qu'Ibrahim Traoré redoutait le plus, car il ne détruirait pas seulement les corps, mais la conviction. Devant ses officiers, il formula une pensée devenue maxime. Si nous échouons, que ce soit par excès de courage, non par absence d'idéal. Le conseil resta silencieux. Puis un jeune lieutenant osa répondre. « Alors, mon capitaine, écrivons l'avenir avant qu'on ne nous le dicte encore. » Le plan de 6 mois fut adopté. Reconstruire les circuits locaux, documenter chaque abus étranger et enseigner l'histoire récente dans toutes les écoles. La guerre pouvait durer, mais la mémoire, elle, serait déjà victorieuse. À mesure que le Sahel se transformait, les regards du monde se tournaient vers les visages anonymes, derrière l'épopée. Dans les rues de Ouagadougou, des enfants portaient fièrement des brassards aux couleurs de l'AES. Les femmes, jadis invisibles, dirigeaient les cantines communautaires et les transmissions d'informations. Les enseignants, eux, transformaient chaque cours en atelier de conscience. C'était cela, le véritable héritage d'Ibrahim Traoré. Non pas un discours, mais une transmission. Pour la jeunesse africaine, l'histoire devint un miroir. À Dakar, à Abidjan, à Cotonou, des milliers de jeunes créèrent des forums de discussion sur l'indépendance et la mémoire. Leur question n'était plus « Pourquoi sommes-nous, nous pauvres ?» mais « Pourquoi avons-nous accepté qu'on nous le dise ?» Ce glissement intellectuel, presque silencieux, valait une victoire stratégique. Un sociologue burkinabé résuma la transformation ainsi. « Avant, nous attendions des héros. Maintenant, nous savons que nous pouvons en être. » Cette phrase traversa les réseaux. Traduite en 10 langues, le peuple cessait d'admirer. Il commençait à agir. Pendant ce temps, Traoré observait sans triompher. Il savait que la ferveur populaire devait se transformer en structure durable. « L'émotion est une étincelle, » disait-il, « mais seule l'organisation entretient la flamme. » Alors, il fit de la mobilisation un devoir civique et de la dignité une pédagogie quotidienne. Dans ce miroir collectif, le spectateur n'était plus témoin. Il devenait acteur de l'histoire. À l'aube du 20e jour, Ibrahim Traoré convoqua un conseil restreint. Pas de fanfare, pas de protocole. Autour d'une table nue, 5 feuilles de papier griffonnées esquissaient entre la première feuille de route de la reconstruction. « Nous avons gagné la foi, dit-il. Maintenant, il faut bâtir la structure. La première étape consiste à renforcer l'autonomie énergétique. » Sous le nom d'opération Sunlight, un réseau solaire transsahélien fut lancé. En 48 heures, plus de 300 ingénieurs, burkinabés, maliens et nigériens, commencèrent à ériger les premiers panneaux Hanouna. L'objectif, alimenter 80 millions de personnes sans dépendance au carburant importé. La deuxième étape porte sur l'éducation. Les écoles furent transformées en maison du savoir libre, où l'on enseignait non seulement les sciences, mais l'histoire réelle du continent. Les élèves apprenaient encore le mot « souveraineté », non comme une théorie, mais comme un vécu. La troisième étape concerne la communication et la vérité. La chaîne Voix du Sahel fut fondée et dirigée par de jeunes journalistes africains eux-mêmes. Sans filtre, sans sponsor occidental, ils racontaient les histoires des mères, des combattants anonymes et des enfants du désert. Enfin, la 4e étape vise la défense commune. Le conseil mixte de l'AES adopta une clause claire. Attaquer un seul, c'est attaquer tous. Les ressources furent déclarées indivisibles et non négociables. Ces 4 piliers devinrent la charpente d'un nouvel ordre africain. Et dans son dernier mot de la séance, Traoré dit doucement « Nous avons cessé d'attendre la liberté. Nous avons commencé à la fabriquer. » Le soir du 27e jour, Ouagadougou baignait dans une lumière ocre et silencieuse. Sur le balcon du palais présidentiel, Ibrahim Traoré observait la foule rassemblée sur la place de la Nation. Il n'y avait ni drapeau étranger, ni slogan politique, seulement des visages levés vers un même horizon. Autour de lui, les flammes des torches dessinaient un cercle mouvant, symbole d'une Afrique qui se redécouvrait entière. Il pensa à ces mères qui avaient nourri les soldats, à ces jeunes
qui avait appris à rêver sans permission. Puis il murmura « On me traite de rebelle, mais si c'est pour libérer mes enfants, j'accepte. » Ces mots se perdirent dans le vent, repris par des milliers de voix. À cet instant, tout ce qui avait commencé dans le fracas et la peur se transforma en certitude. Un peuple ne se reconstruit pas par la victoire, mais par la mémoire. Et dans ce silence vibrant, Traoré ne fut plus seulement un nom, mais un écho, celui d'un continent qui venait de comprendre que la liberté, une fois touchée, ne revient jamais enchaînée. Dans quelques années, quand on parlera de cette séquence du Sahel, on ne citera pas seulement des dates et des batailles. On se souviendra d'un peuple qui a refusé de se taire et d'un nom devenu point de ralliement, Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Ce nom ne résume pas tout, mais il incarne un tournant où l'Afrique a cessé d'attendre qu'on lui explique sa propre histoire. Pour ceux qui regardent ces images de loin, ce récit n'est pas une légende fermée, c'est une invitation. Chercher, lire, comparer les faits, écouter chaque Ibrahim Traoré interview, suivre chaque Burkina Faso news sans filtre imposé, partager ce qui résonne, questionner ce qui dérange, débattre sans mépris. Car une chose est sûre, quand un continent de 1,4 milliard d'êtres humains commence à se tenir debout, aucun récit tout fait ne suffit plus. Et vous, en entendant cette histoire, que choisissez-vous de faire de cette liberté qui commence à peine à se dire ?